Je suis journaliste. J'ai passé plusieurs semaines en République islamique d'Iran. Nous revenons en arrière, nous ne progressons pas. Avec un ami, journaliste lui aussi, nous avons filmé clandestinement cet Iran que l'on ne voit jamais. Des Iraniens m'ont invité à partager leur intimité. Cette vie souterraine me fascine, leur liberté si risquée, leur révolte. Comme on a bu, il pourrait nous amener chez les Bassidji. Malgré le danger, de nombreux jeunes bravent les interdictions. Mais vous n'avez pas peur d'aller en prison ? Si on a peur, mais on est prudent. J'ai aussi rencontré ceux qui risquent la mort, par amour, parce qu'ils sont homosexuels. Les pères ont le droit de tuer leur fils s'ils découvrent qu'il est gay. C'est leur droit. Voyage dans l'Iran interdit. Celui de la jeunesse qui vibre dans la transgression, qui s'impatiente face à l'implacable théocratie et ses milices religieuses. Mon enquête commence à New York, au 33e étage d'un building, un studio de la chaîne de télévision publique Voice of America. I'm ready. Je suis prête. 1, 2, 3. Bonjour, ici Massi Alinejab, bienvenue dans mon émission hebdomadaire Tablette. Elle s'appelle Massi Alinejab, elle est iranienne. En 2005, à Téhéran, cette journaliste a osé dénoncer la corruption qui gangrène le régime des mollahs. Elle a connu la prison, puis l'exil. Aujourd'hui, elle continue son combat sur les chaînes diffusées par satellite. Massi est à l'origine d'une campagne sur Facebook. Au cœur de la République islamique, des femmes postent des photos, cheveux au vent, sans voile. Un acte interdit. La page My Stasi Freedom, ma liberté furtive, a dépassé le 1 million d'abonnés. J'ai publié une photo de moi sans voile, en expliquant qu'à chaque fois que je suis dans un pays libre, j'adore sentir le vent à travers mes cheveux. Ça me rappelle lorsque j'étais en Iran et que je n'avais pas cette liberté. Mes cheveux étaient comme en otage aux mains du gouvernement. Et cette photo a encouragé de nombreuses Iraniennes à parler de leurs propres expériences. Elles prennent des risques en envoyant ces photos. Bien sûr, c'est considéré comme un crime en Iran. Ces femmes se mettent en danger, mais elles estiment qu'elles sont assez matures et que si elles ne protestent pas, ça ne changera jamais. Il n'y a pas de liberté. Elles sont lucides et savent qu'il est temps de se lever pour défendre leurs droits. C'est le seul moyen d'être entendu et de repousser ces lois restrictives. Publier ces photos, braver l'interdit, c'est prendre un risque considérable. Ces femmes sont des résistantes, des rebelles. Je veux les rencontrer. Je commence à échanger grâce à une communication sécurisée pour échapper à la cyberpolice iranienne. Porter le voile, ça doit être un choix personnel. Au fur et à mesure, la confiance s'installe. Ces femmes m'invitent à venir en Iran. Impossible d'obtenir un visa de journaliste pour aborder la question des droits de l'homme en Iran. Nous partons donc avec un visa de touriste. Si nous sommes découverts, nous serons considérés comme des espions. Notre couverture, 2 jeunes mariés en route pour la nouvelle destination Tendance. Notre matériel de travail, le strict minimum. Nous nous envolons pour Téhéran.
À l'approche de l'atterrissage, comme toutes les femmes, je suis tenue de me voiler. Nous passons la douane sans encombre. Et le chauffeur de taxi est plutôt chaleureux. Les Iraniens adorent les Américains. Et les Européens aussi, hein. J'ai entendu dire que les Iraniens adoraient danser. Oui, on adore danser. On aime beaucoup danser en Iran. Et vous avez le droit de danser à l'extérieur? Non, en public, c'est interdit. Par la fenêtre, on aperçoit les lumières vertes de l'immense mausolée dans lequel repose l'ayatollah Khomeini. C'est lui qui porta la révolution islamique. Le 1er février 1979, la foule acclame son retour. Il revient de son exil en France. Khomeini descend d'avion, fragile, s'appuyant au bras d'un steward d'Air France. La cohue commence. Des centaines de milliers de gens, 3 ou 4 millions peut-être, des visages souriants, inondés de joie. Une joie qui sera de courte durée. Très vite, une répression féroce s'abat sur le peuple. Les religieux tiennent le pouvoir. Ils ne le lâcheront plus. En 2009, une tentative de soulèvement populaire. Le mouvement vert est réprimé dans le sang. Mais une contestation souterraine s'organise. Une révolte silencieuse, individuelle. Un Iran parallèle sous les radars de la police islamique. J'ai rendez-vous avec Sadaf, contactée avant de partir. Elle a 29 ans. Elle nous a donné rendez-vous dans un café. Nous devons dissimuler notre caméra. En parlant à des journalistes étrangers, elle risque plusieurs années de prison. Je veux vous montrer comment sont vraiment les Iraniens. Vous montrer le véritable Iran. Je veux que vous profitiez de chaque instant dans ce pays. Et que vous puissiez dire que les Iraniens sont des gens sympas. On ne veut que la paix, rien d'autre. Des cafés branchés. Ici, les femmes fument, à quelques centaines de mètres des quartiers conservateurs. Les Iraniens doivent faire attention à ce qu'ils disent. Les dessins sur les murs suggèrent la liberté. Sadaf nous invite dans l'appartement qu'elle partage avec ses sœurs dans un quartier cossu. La famille appartient à la classe moyenne. C'est l'heure de l'apéritif, mais en Iran, l'alcool est formellement interdit. Tout comme les tatouages. Qu'est-ce que tu aimes à Téhéran? À 1h du matin, il y a encore beaucoup de monde dehors. Les gens s'amusent, ils mangent des grillades. C'est une ville vivante. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je souffre de toutes ces restrictions. Nous étions un grand pays avec une grande culture, un grand peuple. Je suis fière de l'histoire de mon pays. Mais actuellement, non. Je suis pas fière de ce pays. À cause du gouvernement? À cause de la révolution. Oui, je pense que nous revenons en arrière. Nous ne progressons pas. Pour sortir, nous devons nous voiler, couvrir nos cheveux. Comment tu te sens quand tu dois mettre ton voile? Je suis à bout, en colère. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de porter le voile. On n'a pas choisi. En 2014,
D'après une statistique officielle, 3 600 000 Iraniennes ont été arrêtées ou sermonnées pour infraction au code vestimentaire. Chanter en public est proscrit pour les femmes. Sadaf risque d'être arrêtée. Quant à son chien, il représente pour les mollahs la décadence occidentale. Si la police le voit, ils peuvent l'embarquer et le tuer. Il y a des policiers là. Donc je cache le chien, parce que s'ils le voient, ils vont tous nous arrêter. En plus, comme on a bu, ils vont nous amener chez la police religieuse. La police religieuse ? Prions pour qu'on ne voit pas la police. Une voiture arrive à nos côtés. Ça va très vite. C'est la drague à l'iranienne, le Dor-Dor. Regarde le mec. Le principe, c'est qu'ils doivent nous envoyer leur numéro, c'est ça ? Regarde, il a peur. Le Dor-Dor, c'est surtout le plaisir de jouer avec les limites. Les Bassidji. Cette milice religieuse d'hommes et de femmes au service des mollahs applique la loi islamique sous sa forme la plus implacable. Ils sont toute une armée. 4 millions de Bassidji pour 77 millions d'habitants. Fin 2016, une jeune Iranienne a été arrêtée lors d'une fête. Voici son dos, après une journée passée chez les Bassidji et 80 coups de fouet. Malgré les risques, elle a publié cette photo. Le premier coup de fouet que j'ai reçu, je me suis levée instinctivement et j'ai crié. Mes larmes coulaient, je n'arrêtais pas de pleurer et j'ai dit à la femme, « Je vous en supplie, allez-y plus doucement. » La plus âgée m'a dit, « Assieds-toi. Tu aurais dû penser aux conséquences lorsque tu buvais avec des garçons. » Et elle a recommencé à me fouetter. Une autre femme comptait les coups de fouet à voix haute. 1, 2, 3, jusqu'à 80. C'était interminable. Cette douleur, je ne peux pas vous la décrire. Il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. La douleur physique a disparu, mais je reste humiliée et traumatisée. Je n'oublierai jamais. J'en fais encore des cauchemars. Sur le chemin du retour, nous apercevons des jeunes qui s'enivrent sur la voie publique. Ils prennent un risque inouï. Mais vous n'avez pas peur de la police ? On s'est fait arrêter quelques fois, mais on s'en est tiré. Et vous n'avez pas peur d'aller en prison ? Si, on a peur, mais on fait attention. Et vous la trouvez où, votre bière ? On l'a fait nous-mêmes. Pour se distraire, ils fabriquent ce mauvais alcool et viennent le boire sous les étoiles. L'ivresse est précieuse à Téhéran, souvent la seule évasion. Il y a trop de contraintes ici. Vous savez, on a plein de rêves qu'on ne réalisera jamais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, très peu d'Iraniens boivent de l'alcool, moins de 3% de la population. En revanche, ceux qui boivent ne le font pas avec modération.
Près de 25 litres par personne et par an, 2 fois plus qu'un Français. De quoi susciter des vocations. Dealer d'alcool, un métier qui rapporte gros dans la capitale iranienne. Nous en contactons un, le rendez-vous est pris. Mais à la dernière minute... Allô? Allô? Ah ok, rappelez-moi dans 2 minutes. Le mec, il peut pas monter en haut. Pourquoi? Il peut pas monter ici. Non. Le téléphone, l'homme est en bas de notre immeuble. Reza, mon caméraman, descend pour tenter de comprendre. Compliqué pour moi d'y aller, car je suis une femme. C'est trop dangereux en Iran à cause de la police. Tu me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de sécurité. D'accord, je comprends. En effet, si les buveurs d'alcool risquent le fouet et la prison, pour les dealers, ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Nous faisons une nouvelle tentative avec un franco-iranien. Comme tous les jeunes insoumis, il a son dealer habituel. Il l'appelle devant nous. Désolé de te déranger, mec. Je suis l'ami de... Tu peux préparer 3 bouteilles de vodka? Je t'envoie l'adresse par SMS. 100 € les 3 bouteilles de contrebande, importées depuis l'Irak voisin, un tiers du salaire moyen iranien. Il y a 335 000. On va chercher la bouteille. C'est connu, la prohibition ne stoppe jamais la consommation. Elle fait juste s'envoler les prix. Voilà. La différence entre boire à Paris et boire ici, pour toi, c'est quoi? Ici, il y a plus de sensations. Moi, après, j'ai été toujours dans le contrebande, ça m'amuse. Ça m'amuse d'être au contraire de loi. En France, c'est le shit, en Iran, c'est l'alcool. J'aime bien tout ce qui est illégal. Ça m'excite plus, on va dire. Finalement, on peut boire, on peut faire ce qu'on veut en Iran. On peut, mais on ne doit pas se faire choper, c'est tout. C'est un petit cache-cache avec les mollahs. On va pas le dire comme ça. On va couper cette morceau. Nous allons chez un tatoueur. Il loue un appartement juste pour le tatouage, parce que c'est interdit en Iran. C'est secret? Oui, oui, absolument. Vous pouvez enlever vos voiles. Mettez-vous à l'aise. Les tatouages pour les mollahs, c'est la décadence occidentale. Encore plus sur la peau d'une jeune femme comme Sadaf. J'ai celui-là, celui-là et celui-là. S'ils acceptent notre caméra, les jeunes tatoueurs ne nous en diront pas plus. Le risque est trop grand. Ils n'ont pas peur? Non. Mais c'est illégal. On sait que c'est illégal, mais on assume le risque. Sur les hauteurs de Téhéran, nous assistons à une de ces scènes qui m'avaient tant fascinée sur Internet. Des filles qui se dévoilent pour des photos. On met la caméra en bas pour pas les laisser, on leur demande.
Est-ce qu'on peut filmer ou prendre des photos? Filmer, non. Mais des photos, oui. Mais ne vous inquiétez pas, même si on filme. Pourquoi pas? Ok. Les filles, la photo avec ou sans voile? Sans voile, c'est mieux. Vous n'avez pas peur sans vos voiles? Non, non, on n'a pas peur. Ils disent ne pas avoir peur, mais notre caméra les inquiète. Soudain, ils changent d'avis. Ok. Faut arrêter de filmer. Arrête de filmer. En Iran, tout le monde a peur et se méfie du régime. Sadaf nous amène chez un couple d'amis. Ils ont la trentaine et vivent dans le sud de Téhéran, les quartiers populaires. Sur le toit, un objet anodin qui pourrait lui valoir des ennuis. Une parabole. Tu peux montrer ? Ça, c'est le moteur pour aller de gauche à droite. Tu vas en Turquie, en Iran, tu vas en Europe. Europe, Turquie, Iran, Afghanistan. Tous les pays. Partout dans le monde. Oui. Depuis mon salon, avec ma télécommande, je peux aller partout grâce au satellite. Mais les Basidji le tolèrent ? Non, les Basidji n'aiment pas ça. Ils viennent et ils détruisent les antennes. Ils les détruisent ? Oui, et ils les jettent depuis le toit. Grâce à sa parabole, il capte même nos chaînes de télévision. Les Nations Unies appellent de leur côté une trêve humanitaire de 48 heures chaque semaine dans cette ville assiégée de l'est de la Syrie. Plein de gens ont une parabole. C'est pas légal, mais tu peux les trouver partout ? Oui, c'est comme l'alcool. C'est illégal, mais tu peux en trouver partout. Il reçoit aussi les chaînes d'opposition en farsi. Ce qui effraie les mollahs, c'est cette pop culture mondialisée bien éloignée des valeurs religieuses. Sur les chaînes officielles, l'ambiance est différente. Nader et Hassan ont 20 ans. Et s'ils se tiennent la main, c'est parce qu'ils sont en couple. Ils sont homosexuels. Pour les rencontrer, je suis passée par une association basée au Canada, l'Iranian Railroad for Queer Refugees, qui est en contact via messagerie sécurisée avec des Iraniens. En Iran, être homosexuel peut condamner à la mort. C'est la loi. D'après Amnesty International, il y aurait près de 1000 exécutions par an en Iran. Des dizaines se feraient pour sodomie. Ce qui n'a pas empêché en 2007 le président Ahmadinejad, lors d'un déplacement aux États-Unis, de nier l'existence de l'homosexualité dans son pays. En Iran, il n'y a pas d'homosexuels comme dans votre pays. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais l'homosexualité n'existe pas en Iran.
Dans un café avec Nader et Hassan, nous parlons tout de suite sécurité. Mon copain me dit que, pour des raisons de sécurité, nous ne devons pas rester plus d'un quart d'heure dans un même lieu. Parce que ça peut être dangereux. Bien sûr. Mais si quelqu'un nous arrête, on dira qu'on est une bande d'amis. Ce qui ajoute à la détresse des homosexuels en Iran, c'est qu'ils sont rejetés par leur famille. Beaucoup se retrouvent à la rue et doivent se prostituer pour survivre. Nader et Hassan nous amènent dans un parc en plein cœur de Téhéran. De jeunes hommes et des hommes d'âge mûr attendent. Il y a 2 jours, Nader a reçu une alerte de radio arc-en-ciel. Cette radio LGBT iranienne émet clandestinement depuis plusieurs pays dans le monde. Elle dispose aussi d'un site internet et d'une chaîne sur l'application cryptée Telegram. Arc-en-ciel diffuse des messages de soutien. Mais surtout des annonces de vigilance. Le parc dans lequel nous nous trouvons est dans le collimateur du régime. Impossible pour nous de rester ici plus longtemps. Hassan et Nader nous amènent dans un quartier connu pour ses nombreux restaurants. Ce soir, ils doivent y retrouver une bande d'amis homosexuels. Pour éviter d'être repérés par les Bassidji, les lieux de rendez-vous ne sont pas précisés à l'avance. Il faut les chercher. Ce soir, leurs amis sont introuvables. C'est difficile de trouver des barguets à Téhéran. Oui, la situation est de plus en plus compliquée et dangereuse pour les homosexuels. Surtout depuis les annonces du gouvernement qui exigent l'arrestation des gays. La communauté se sent de moins en moins en sécurité. Donc on préfère éviter de se retrouver en grand nombre dans un même lieu. Donc aujourd'hui, c'est encore plus compliqué de se rencontrer quand on est gay. Oui. À Téhéran, il y a 1 an ou 2, on pouvait trouver des soirées où les homosexuels se réunissaient, dans une maison ou une villa pour faire la fête. Il pouvait y avoir entre 300 et 500 personnes. Mais il y a eu des descentes de police et des arrestations. Donc il n'y a plus de soirées comme ça. Pour discuter plus librement, nous les amenons dans un appartement prêté par un ami. C'est un réseau social pour les homosexuels. C'est la version farcie ? Oui, c'est la version farcie. Les gays en Iran l'utilisent ? Oui. C'est comme ça que tu as rencontré Hassan ? Oui. Le réseau social Manjam est basé à Londres. Le site est accessible en 28 langues. Manjam a été conçu pour aider les gays des pays dans lesquels l'homosexualité est un crime. Selon certaines ONG, les Bassidji utilisent les applications de rencontres pour tendre des pièges aux homosexuels et les arrêter. Plusieurs cas ont été rapportés. Je pense qu'ils fichent les gays pour savoir combien d'entre nous utilisent les réseaux sociaux. Parce que beaucoup d'applications gays sont encore disponibles et pas encore interdites par le gouvernement. Mais pas toutes les applications gays, celles comme Hornet, Jake ou d'autres. Les autres applications de rencontres homosexuelles ne sont pas aussi sûres que Manjam, parce qu'ils peuvent trouver ta localisation précise grâce à l'application. Et tu sais comment cacher ta localisation ? Il y a des applications pour ça. Tu peux faire croire que tu es au centre-ville alors qu'en fait, tu es au sud ou dans le nord. Comment vous sentez-vous en tant qu'homosexuel en Iran ? J'ai l'impression d'être un criminel. Moi, j'ai de la chance, car ma famille me soutient.
Mais pour Hassan, comme la plupart des gays ici, c'est plus difficile, car ils ont des familles traditionnelles qui ne les acceptent pas. Ils les mettent dehors. Ils peuvent même les tuer, ils en ont le droit. Les pères ont le droit de tuer leur fils s'ils découvrent qu'il est gay. C'est leur droit. Tu connais des homosexuels qui ont été arrêtés? Je connais des gens qui ont été en prison parce qu'ils sont gays. Ils ont même été violés là-bas. Donc, tu ne peux pas avoir une vie de couple en tant qu'homosexuel ici. Étudier, travailler, avoir une maison quand tu es gay, c'est impossible. C'est pour ça qu'on veut partir. Aujourd'hui, le couple met tout en œuvre pour quitter l'Iran. Les deux hommes espèrent aller en Turquie. Pour préserver notre couverture de touristes, nous prenons la route pour une excursion. Kashan, Ispahan, Shiraz. Puis nous arrivons à Persépolis, la capitale éternelle de la Perse antique. C'est ici que le Shah avait tenu les célébrations pharaoniques de 1971. Une débauche de moyens dans un pays exsangue. 60 chefs d'État et têtes couronnées pour cette représentation que l'histoire retiendra comme le chant du cygne pour le dernier Shah d'Iran. Mégalomane, le roi des rois ne sent pas monter la colère du peuple. Nous avons rendez-vous avec une autre fille rebelle du groupe Facebook My Stalcy Freedom. Elle tient à nous montrer sa photo. Elle aussi a répondu à l'appel de Masih, la journaliste exilée aux États-Unis. C'était sur l'esplanade de la Mosquée Bleue à Ispahan, une ville particulièrement conservatrice. Au mépris des risques, elle retire son voile et le jette dans les airs. Pour moi, c'est un acte de courage. Vous n'avez pas eu peur du regard des gens? Si, mais ce n'était pas important pour moi. Tara est peintre, une autre activité étroitement surveillée par le régime. L'État iranien contrôle totalement la production artistique. Pour publier ou exposer, il faut une autorisation du ministère de la guidance islamique. En Iran, on ne peut pas dessiner ce qu'on veut. On ne peut pas tout montrer. Il y a une loi précise et on doit respecter cette loi dans toutes les représentations artistiques et aussi dans la peinture. Mais moi, je veux vivre librement, pouvoir peindre librement. Du coup, je peins chez moi. Je peins pour l'avenir et je continuerai. Vous savez, on ne donne pas une place ni un poids très important à l'art en Iran. Est-ce que vous vous censurez? Moi, je n'ai pas de limite. Je veux être libre. En Iran, vous ne pouvez pas exposer? Non. Pourquoi? À cause du hijab. À cause du hijab, la femme doit être couverte. On ne doit pas avoir les cheveux visibles. Et on ne peut pas trop montrer la féminité dans les expositions. En écrasant les droits fondamentaux, ils veulent plus de pouvoir, toujours plus. Ils affaiblissent les gens pour être plus puissants, pour les dominer. Nous sommes de retour à Téhéran.
Nous retrouvons Sadaf et sa famille. Elle nous a donné rendez-vous pour nous annoncer une grande nouvelle. Elle va quitter l'Iran. On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. On n'a pas le droit de faire ce qu'on aime. On n'a pas le droit de faire plein de choses. Juste parce qu'on est des femmes. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter de rester dans cette situation? Moi, je pense à mon avenir. Donc je préfère quitter le pays pour avoir un meilleur futur. Sadaf est déterminée à partir. Toute la famille s'est réunie pour lui préparer une dernière fête, à l'occasion de ses 30 ans. Vous tous ici, je vous souhaite d'être heureux pour toujours. C'est mon rêve. Comment tu te sens ce soir? Je suis excitée. Je suis heureuse et triste en même temps, parce que je ne vais pas pouvoir les revoir pendant longtemps. Mais ce soir, c'est ton anniversaire. Oui, je pense que c'est mon dernier anniversaire en Iran. La jeune femme économise depuis 10 ans. Au prix de nombreux sacrifices, elle a réussi à réunir 15 000 €. Pour Sadaf, c'est le projet d'une vie. Elle a obtenu un visa étudiant pour 2 ans en Malaisie, un des seuls pays avec la Turquie et l'Arménie où les Iraniens peuvent partir sans visa. Elle y restera le temps d'essayer de trouver un autre pays d'accueil en Europe. C'est le jour du départ. La mère de Sadaf termine les derniers préparatifs. Qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture. Des choses que je pourrais cuisiner. Je sais pas si je vais pouvoir tout prendre parce que ça risque de me coûter trop cher. On verra. Comment se sent ta maman? Ça va, mais elle est un peu inquiète. Sadaf nous présente son mari. Il ne vit pas avec elle à Téhéran, mais dans une ville au sud du pays à cause de son travail. Il ne va pas non plus partir avec elle. Je vais pouvoir me débarrasser de ce fichu foulard. Je vais pouvoir porter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une robe et je vais aller dans la rue avec. Comment vous sentez-vous? Elle va me manquer. Ça va être difficile d'être éloigné? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je me sens ni bien ni mal. C'est bien pour elle. C'est un beau futur.
Tu penses qu'il comprend ta décision? Oui, bien sûr. S'il ne l'avait pas comprise, il m'aurait pas autorisé à partir. Parce qu'une femme ne peut pas voyager seule? Une femme mariée? Non. La loi nous l'interdit. Sadaf a de la chance. Son mari ne s'est pas opposé à son départ. Je pense que je vais avoir plus de liberté qu'ici. Je vais pouvoir être une vraie femme et pas faire semblant d'en être une. Je vais pouvoir être moi-même. Je vais pouvoir exploiter tous mes talents. Toutes les choses que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais pu faire. Parce que je suis une femme en Iran. Pour nous aussi, il est temps de partir. Chaque jour de plus passé ici est un risque pour notre couverture et pour la sécurité de ceux qui nous ont ouvert leurs portes. Quelque temps plus tard, Nader et Hassan appellent. Nader est déterminé à quitter le pays. Tu peux pas imaginer à quel point je veux partir. J'en peux plus de cette situation. C'est un cauchemar ici. Je veux que mon rêve devienne réalité. Finalement, c'est en Turquie qu'il nous donne rendez-vous, à Balıkesir, une petite ville au sud d'Istanbul. Comment ça se passe ici? Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Le temps passe super vite. C'est comme si j'avais quitté Téhéran hier. Ça fait 1 mois que je suis là et j'ai l'impression que ça fait seulement 1 jour. Je pense que je vais m'en sortir ici. Avec quel argent tu vis? Ma mère me donne de l'argent avec sa retraite. 230 € par mois. C'est assez pour vivre, mais on peut pas avoir de loisirs. C'est juste assez pour payer le loyer, les charges et la nourriture. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais je me sens beaucoup mieux, même si mon niveau de vie est différent de celui que j'avais en Iran. Ma famille a de l'argent, j'étais dans un monde différent là-bas. Nader a rencontré un autre réfugié iranien. Il l'aide à s'adapter. C'est dur d'être un réfugié ici? Oui, c'est dur. Tu peux réussir, mais il faut avoir un mental très fort. Et tu penses qu'il va s'en sortir? Oui. Nader prend goût à sa nouvelle vie. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Pouvoir être ivre, voir des femmes sans voile. Ça te surprend? Oui, ça me fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce qu'elles sont libres, elles sont respectées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et ce qui me rend heureux aussi, c'est qu'il n'y a pas de Bassidji ou de garde de la Révolution dans la rue. C'est ta nouvelle maison? Oui. Tu nous montres? Oui, bien sûr.
Là, c'est ta chambre? Oui. Ça, c'est mon livre pour étudier le turc. Et aussi celui-ci. Tous les réfugiés suivent des cours de langue dans une école à 30 minutes d'ici. Et c'est aussi un livre pour apprendre le turc. C'est important? Oui, c'est très important. Je dois apprendre le turc pour trouver un travail et pour me sentir plus à l'aise ici. Je comprends. On y va? Nader partage son appartement avec d'autres réfugiés iraniens. Vous êtes combien à vivre ici? 6. Moi et 5 autres personnes. Et comment ça se passe, la colocation? J'aime pas partager ma salle de bain et mes toilettes avec d'autres personnes. Mais j'ai pas le choix pour le moment. Et quand je pense aux réfugiés dans les camps, eux, ils n'ont rien. C'est incomparable. On a du chauffage, on a une salle de bain et tout ce dont nous avons besoin. Mais dès que j'ai un travail, je déménage. Pourquoi tu as choisi la Turquie? J'ai pas vraiment choisi. La Turquie, c'est juste la première étape. J'aurais pu aller en Malaisie ou en Arménie. Mais j'ai parlé à une ONG et on m'a dit qu'ici la procédure était plus rapide parce que c'est mieux organisé. Ils ont plus l'habitude avec les nombreux réfugiés qu'il y a ici. Il y en a des millions. Et on n'a pas besoin de visa pour venir ici. Le passeport iranien suffit. Le jeune homme veut demander l'asile aux États-Unis. Je veux réaliser mon rêve américain et je sais que je vais y arriver. Mon rêve, c'est de devenir avocat. Mais je ne sais pas si j'aurai assez d'argent pour étudier. T'as des nouvelles d'Hassan? Oui. Une semaine après mon arrivée, il m'a appelé. Il a commencé à pleurer, à me supplier de le faire venir ici. Il m'a dit « Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi ». Il me manque terriblement aussi, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Si je le fais venir ici, la situation va être pire. Pour le moment, je ne peux rien faire. Mais si je trouve un travail, si j'ai un salaire, et que j'arrive à le faire venir, les choses se passeront bien. Nader a des rêves plein la tête. Il a trouvé la liberté, mais son compagnon Hassan est toujours en Iran. Depuis sa terre d'exil, Sadaf nous donne régulièrement de ses nouvelles. Salut Mylène, je suis en Malaisie et je suis tellement heureuse. Vous voyez ce que j'ai là? Une bière que je suis en train de boire. À la vôtre. Coucou Mylène, coucou ma chérie. Je suis à l'université avec une amie. Bonjour, je m'appelle Tiba. Je suis irakienne. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. On va assister à une réunion où ils vont nous expliquer comment va se passer le premier semestre. Là, c'est chez moi. Regarde la vue. Tu peux voir mon université. Et tu sais ce que je veux vraiment faire? C'est m'engager pour défendre les droits de l'homme. Et surtout, les droits des femmes. Et un jour, j'espère qu'on gagnera notre liberté. در این میانه دل میکشاند ما را به سویی یک سو غم او یک سو دل من بر تار مویی در این میانه دل میکشاند ما را به سویی This is for you.